Donc bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Merci beaucoup au Temps des Cerises pour cette invitation à présenter donc notre ouvrage, donc un ouvrage que j'ai co-dirigé avec Véronique Bontemps et qui réunit un certain nombre d'auteurs et d'auteureux ou d'autrices. Donc présenter ce livre aujourd'hui, donc c'est un livre qui est apparu en mai-juin 2025, donc il y a peu de temps, mais à la vitesse où vont les événements globalement et concernant le Moyen-Orient et la Palestine, c'est déjà un certain temps. Mais comme il vous a été dit, c'est un livre qui essaye de comprendre une dimension structurelle en fait de ce qu'il se passe à Gaza depuis le 7 octobre. Donc aujourd'hui, comme vous n'êtes pas sans l'ignorer, on est au moment où le Conseil de la paix de Donald Trump a été endossé par 19 pays, et notamment un certain nombre de pays arabes qui avaient déjà au préalable appuyé son plan de paix. Enfin, on pourra revenir sur la dimension plus actuelle en fait de ce qui se passe, mais ce qui est dessiné par ce Conseil de la paix, son comité exécutif, etc., sont des choses qui étaient déjà là, qui étaient déjà en germe, et qu'on peut tout à fait comprendre à partir de l'ouvrage notamment. Donc aujourd'hui, malgré les contestations qui ont été faites par de nombreux acteurs du monde médiatique et politique, malheureusement, le dernier bilan effectué par le Bureau palestinien des statistiques semble montrer que la population de Gaza a baissé de 10,6%, pour beaucoup en raison de morts, de disparitions et en partie d'exil, mais essentiellement de morts et de disparitions. Donc on voit que aujourd'hui, on est à plus de... les chiffres sont officiels du ministère de la Santé de Gaza, sont autour de 77-75 000 personnes qui auraient été tuées, mais il semble que pour des raisons liées directement ou indirectement à la guerre, on peut considérer finalement que les chiffres qui avaient déjà été avancés, notamment par la revue de Lancet il y a il y a plus d'1 an et demi, autour de 200 000 personnes, sont le plus probablement les chiffres les plus justes. Donc, avec des morts directes, c'est-à-dire causées par des armes, et plus indirectes, causées par toute la situation sanitaire qui a été créée, la famine, etc., et qui continue à perdurer. Donc cette guerre, nous, on a intitulé ce livre « Une guerre coloniale ». Donc aujourd'hui, alors que quand même l'état du débat a un tout petit peu évolué, on nous dit pourquoi le mot guerre et pourquoi pas directement un des deux concepts que nous avons choisi pour l'ouvrage, c'est-à-dire à la fois la dimension du colonial, j'y reviendrai, et la dimension du génocide. Pourquoi ne pas l'avoir titré directement Gaza, un génocide. Bon, déjà, comme je vous le dis, la parution était beaucoup plus ancienne, et donc cette question du génocide, malheureusement, s'est affirmée, confirmée au fil du temps, d'une part, et d'autre part, on a aussi pris la manière dont les Gazaouis aussi ont nommé, ils parlent évidemment de génocide également, mais nomment aussi la guerre une guerre contre Gaza, en fait. Ils parlent de guerre Ilarze, une guerre contre Gaza plutôt que une guerre à Gaza. Et donc on a repris aussi ce terme de guerre parce que c'est aussi un terme qui est employé par les gens. Donc on s'est centré évidemment sur Gaza, mais la situation en Cisjordanie, sur laquelle on reviendra peut-être, n'est pas bien meilleure. Et d'ailleurs on parle aujourd'hui de gazification de la Cisjordanie, mais on pourrait aussi parler, comme je l'ai un peu fait dans l'analyse que j'ai fait dans l'article que j'ai signé dans l'ouvrage sur la question du futuricide, on peut voir que les dispositifs qui sont mis en place à Gaza rappellent des dispositifs qu'on voit à l'œuvre en Cisjordanie de plus longue date, mais on en reparlera.
Donc cet ouvrage entend donc travailler la question structurelle, donc montrer qu'il y a à la fois, le 7 octobre, à la fois une rupture évidemment majeure, enfin, et la guerre qui a été déclenchée, mais en même temps qu'elle s'ancre sur des continuités extrêmement fortes. Donc la présentation a déjà un peu rappelé certains éléments, la dimension pluridisciplinaire de ce travail, et aussi le fait que donc c'est un travail de sciences sociales qui traite d'un moment, d'une histoire en train de se faire. Ce qui n'est pas du tout facile, on a quand même l'habitude, même pour les sociologues, les anthropologues, etc., d'avoir un peu plus de recul sur les sujets sur lesquels on travaille, et aussi d'avoir des accès beaucoup plus directs, puisque là, comme vous n'êtes pas sans l'ignorer, si tous les journalistes étrangers sont interdits à Gaza, les chercheurs le sont également. Et donc, il se posait un certain nombre de questions sur comment on travaille d'une part à chaud et d'autre part sans avoir un accès direct à Gaza. En Cisjordanie, oui, mais à Gaza, non. Et donc, c'est justement pour ça que tous les contributeurs et contributrices sont des personnes qui ont travaillé de longue date en fait sur la Palestine et sur Gaza, et qui pouvaient déjà établir cette dimension de continuité, cette dimension structurelle, et aussi avaient accès plus facilement à toute une série de sources qu'on a pour comprendre ce qu'il se passe. Donc à la fois évidemment des sources de presse, mais de presse donc de Gazaouis, puisque c'est essentiellement eux qui ont fait la couverture de ce qui se passait à Gaza, mais pas seulement, mais aussi les sources que sont les réseaux sociaux, que peuvent être les ONG, etc., etc. Donc en fait, on a un peu fait feu un peu de tout bois pour avoir accès à toutes les, et plus les personnes avec lesquelles on est directement en lien à Gaza, de par les travaux qu'on a conduits précédemment, et aussi avec les quelques personnes qui ont pu sortir. Donc on a aussi choisi donc des contributeurs et des contributrices qui ont vécu longtemps dans la région ou qui en sont originaires, pour les uns ou pour les autres, selon, ça dépend. Et donc on a pensé que le lieu aussi le plus juste pour travailler sur cette guerre en train d'avoir lieu, qui a toujours lieu, c'était aussi d'assumer une pluralité de points de vue, en fait, entre des gens très très proches du sujet, des gens un peu moins proches, tous proches, mais à différents niveaux. Et il nous semble que ce regard collectif est important dans un contexte comme celui-là, d'avoir à la fois des regards de personnes de Gaza, de personnes de Palestine, de personnes plus éloignées, travaillant de longue date sur la région et ayant vécu en Palestine. Donc c'est un regard collectif qui multiplie les points de vue. Donc on a choisi, nous, les directrices de ce livre, 2 entrées conceptuelles. Après, chaque auteur et autrice est responsable de ce qu'il écrit dans son article et de prendre ou pas en charge ces concepts, mais dans l'ensemble, en fait, en tout cas, la question coloniale a été prise en charge par l'ensemble des contributeurs et des contributrices. Oui, parce qu'en fait, ce qui est assez, avant peut-être de rentrer dans ces 2 concepts qui sont colonialisme et génocide, peut-être qu'il faut quand même évoquer une sorte de paradoxe, en fait, d'une guerre qui se déroule, en fait, à la fois aux yeux de toutes et de tous, d'une certaine manière. Donc il y a une sorte de il y a eu, en fait, parce qu'aujourd'hui, on voit bien qu'on en parle beaucoup moins, mais il y a eu à un moment des formes de surexposition médiatique, mais des formes diverses selon les lieux. Donc il y a d'ailleurs un article qui traite de cette question de la presse et notamment de la presse en France face à ce qui se passait à Gaza. Mais en même temps, ce qui n'empêche pas l'invisibilité. Donc il y a cette espèce de tension entre une surexposition qui n'empêche pas la disparition d'une partie de la population de Gaza. Donc en effet, ce livre se découpe en 4 parties. Donc la question des acteurs, en fait, et des sociétés qui sont dans cette guerre ou qui subissent ce génocide.
Donc à la fois, cette question du Hamas, de la question stratégique que s'est posée le Hamas avant de déclencher cette opération, la société israélienne, telle qu'elle y réagit ou elle agit à l'intérieur de cette guerre. Un article qui, lui, va plutôt revenir sur les Palestiniens d'Israël, dont le positionnement est évidemment très différent par rapport à ce déluge d'Al-Aqsa tel qu'il a été nommé. Et puis, la question de la configuration politique palestinienne avant et après le 7 octobre, qui a encore beaucoup changé depuis, mais sur lequel on peut quand même comprendre en fait un certain nombre de choses. Ensuite, on a une deuxième partie qui parle de l'effacement, parce que au final, on assiste à un effacement, ou au moins une volonté très claire d'effacement. Donc moi, j'ai travaillé sur la question du futuricide, je reviendrai dessus. Abaher El-Sakra a travaillé sur la question de l'urbicide. Et puis, on a un travail sur la question de l'économie palestinienne comme instrument en fait du colonialisme, et puis un article de Marion Slitin sur la question du culturicide en fait. Et puis on rentre plutôt dans la dimension du quotidien avec un article sur les écologies de siège, sur comment on résiste notamment par l'agriculture, ou comment on a résisté un temps par l'agriculture à Gaza, comment on s'est opposé à cet effacement, et puis des articles qui traitent à la fois de ce qui se passe au Liban, c'est-à-dire à la fois de la guerre au départ vue du Liban, puis de la guerre qui se transforme en fait par une guerre également au Liban, et puis un article de Christine Jungen qui elle travaille sur la perception d'un point de vue plus anthropologique de la guerre depuis un salon jordanien. Bon, comme vous n'êtes pas sans ignorer, il y a plus de 60% de la population de Jordanie qui est d'origine palestinienne, et donc les échos en fait de ce conflit sont particulièrement intimes, si on peut dire, à la fois avec en plus un positionnement en revanche politique du royaume qui pose un certain nombre de questions sur lesquelles on pourra revenir. Et enfin, on s'est posé la question de comment la région et le monde ont réagi à cette guerre, avec un article sur la gestion égyptienne de Gaza, un autre sur la question des pays du Golfe, qui ont été vraiment et qui sont toujours des acteurs majeurs en fait de cette question. Le Qatar comme médiateur, l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, etc., qui sont très présents maintenant au Conseil de la paix. Donc, quels sont et elles ont été leur positionnement. La question des médias, notamment en France, et puis cette question du droit international. Comment il s'est posé, avec deux articles qui le traitent de manière assez différente, et je vais y revenir. Le droit international, dont on peut vraiment aujourd'hui se demander est-ce que, et d'ailleurs c'est une des questions que pose un des articles, est-ce que Gaza ne sera pas le tombeau en fait du droit international? Point d'interrogation, quand même. Donc, la question du colonial, c'était une manière de ne pas partir du 7 octobre comme un moment zéro, tel que ça nous a été largement répété, etc., d'un point de vue médiatique, mais voilà, se servir justement de tous nos travaux pour aller au-delà et s'inscrire dans une continuité. L'intérêt du prisme colonial aussi, donc c'est la profondeur historique, mais c'est aussi sortir d'un exceptionnalisme de cette question palestinienne, en ayant des outils un peu comparatifs avec d'autres espaces coloniaux. Parce que l'exceptionnalité aussi, elle participe pour partie d'une certaine forme d'impunité en fait. Donc il y avait aussi cet enjeu-là. On s'est aussi appuyé évidemment parce qu'il y a une temporalité. Alors par rapport au colonial, il y a la temporalité de l'usage du mot colonial, et puis du paradigme colonial comme une manière de comprendre en fait ce conflit. Alors, si on s'en réfère déjà à la question de l'utilisation du mot colonial comme
comme cela a été rappelé, finalement, c'est un mot qui a été utilisé dès le congrès sioniste fondateur de Bâle en 1897. Quand un certain nombre d'institutions sont fondées, elles utilisent en fait ce mot colonial. Par exemple, le Fonds colonial juif, créé en 1898, ou la Commission de colonisation la même année. Donc en fait, c'est pas du tout un mot qui est tabou à ce moment-là, au contraire, qui est employé. Après, il faut s'imaginer qu'on est dans une période où, on le sait, où les colonialismes sont florissants. Donc à ce moment-là, on n'est pas encore dans une période globale de décolonisation. Donc l'usage du mot colonial est aussi plus facile, si on peut dire. Et de mon côté, j'ai longuement travaillé, par exemple, sur les films sionistes pré-48. Et dans ces films-là, on voit très clairement que l'idée, c'est vraiment de devenir palestinien. Le mot Palestine et palestinien est employé à l'époque. Et donc, ce colonialisme, finalement, se positionne très clairement comme une manière de remplacer et de s'approprier un territoire. En revanche, dès les années 60, en Israël, ce terme disparaît au profit d'une légitimation de l'État d'Israël centrée sur la question notamment de la Shoah, ce qui n'existe pas dans les premières années. Par contre, si on regarde les travaux de certains chercheurs et chercheuses palestiniens notamment, assez tôt, en fait, ils posent la question du paradigme du colonialisme. Par exemple, en 65, Fayez Sarrier écrit un livre qui s'appelle Zionist Colonization in Palestine, où il prend ce paradigme du colonialisme pour décrire ce qu'il se passe. On a aussi quelques chercheurs, même israéliens, qui, liés pour partie à la gauche israélienne, qui dans les années 80, eux aussi, travaillent cette question du colonial pour décrire la situation. Là, je pense à Baruch Kimberling ou Gershon Shafir, qui utilisent ce paradigme colonial. Dans le contexte français, on a un article de Maxime Rodinson intitulé « Israël fait colonial » qui paraît dans la revue Les Temps modernes en 1967 et qui pose cette question. Mais paradoxalement, au moment des accords d'Oslo, donc dans les années 90, cette question du paradigme colonial pour penser la situation en Palestine disparaît complètement. Puisque là, on se retrouve dans un schéma de règlement du conflit entre deux parties, supposé donc égal, symétrique, et donc on est dans un processus de paix et on n'est plus du tout dans cette idée d'un processus colonial. Donc ce paradigme disparaît complètement au profit du paradigme plus classique, du processus de paix, etc. Bien que l'expansion des colonies n'est absolument jamais cessé pendant tout le processus d'Oslo. Il y a eu quand même un écueil majeur parmi les multiples écueils de ce processus, et en tout cas les négociateurs qui étaient ceux qui ont finalement qui l'ont emporté, c'est-à-dire les négociateurs de l'extérieur. Je parle du côté palestinien, parce qu'il y avait deux schémas. Il y avait le schéma de Madrid et le schéma d'Oslo, des Palestiniens de l'intérieur qui négociaient et des Palestiniens de l'extérieur. Finalement, ce sont les Palestiniens de l'extérieur qui ont abouti à ces accords. Et quelque part, ils avaient une connaissance bien moindre, en fait, d'une part de la situation sur place, et d'autre part, Yasser Arafat avait peur aussi d'être, on va dire, doublé par ce leadership de l'intérieur, et donc ils ont signé des accords qui portaient en germe leur propre échec d'une part, et qui notamment par le fait que rien n'était dit sur l'arrêt en fait du processus colonial et donc de l'installation de ces colonies. Donc côté recherche. Côté recherche, il faut attendre la fin des années 90, des années 2000, pour que ce paradigme du colonial refasse surface. En gros, quand les accords d'Oslo montrent
leur échec, avec notamment la seconde intifada qui signe l'échec finalement des accords d'Oslo, alors du point de vue, on va dire, intellectuel, ce paradigme refait surface, notamment dans les travaux plutôt anglo-saxons, en fait, dans le monde anglo-saxon d'abord. En France, les chercheurs ont été beaucoup plus, et je ne parle même pas du débat public et médiatique, ont été beaucoup plus longs à employer ce paradigme du colonial. Mais donc, du coup, ce qui est mis en avant, c'est pas un colonialisme classique, mais c'est le colonialisme de peuplement. Donc, settler colonialism en anglais, qu'on peut aussi traduire par colonialisme d'expropriation ou d'expulsion. Et donc, c'est un colonialisme qui se distingue du colonialisme classique par un transfert d'autochtonie. En fait, ce que je mentionnais au début, c'est-à-dire que les colons deviennent autochtones et les autochtones sont... bon, il y a différents processus, expropriés, génocidés, comme là, ou maintenus dans une situation de domination, alors que les colons s'autochtonisent, en fait. Donc l'idée, c'est d'exercer une souveraineté, un contrôle juridique sur la terre, et petit à petit de transférer et de remplacer les populations autochtones. Les autochtones devenant presque des étrangers dans leur propre pays. Là où le colonialisme classique va plus être axé sur des dynamiques d'exploitation, notamment d'exploitation économique. Donc les autres colonialismes de peuplement que l'on connaît, sont par exemple le cas des États-Unis, de l'Australie, du Canada, de l'Afrique du Sud. Ça a été le cas un temps en Algérie de la France, mais c'est un colonialisme de peuplement qui a échoué, alors que les autres sont des colonialismes de peuplement qui ont, si on peut dire, réussi. Avec l'Afrique du Sud qui s'est transformée. Bon, il y a des moyens de sortir aussi de ces colonialismes de diverses manières pour ceux qui en sortent. Mais en tout cas, on a aussi la Nouvelle-Zélande, le Canada, qui sont des cas de colonialisme de peuplement réussi, où les populations autochtones ont été victimes soit de génocide, soit enfermées dans des réserves. Donc, ce qui est paradoxal d'une certaine manière, c'est qu'il y a une réticence encore aujourd'hui à travailler cette question coloniale, cette question de la Palestine à travers un prisme colonial, alors même qu'on n'a jamais vu autant d'expansion des colonies aujourd'hui. Donc on se retrouve dans une situation d'expansion des colonies absolument inégalée, et pourtant ce paradigme est décrié, réfuté, contesté. Enfin, on est très très attaqué pour utiliser ce terme-là, en tout cas dans un certain nombre de milieux. Donc, en fait, aussi, il y a une contestation, on va dire, si on peut dire, conceptuelle, de ce paradigme du colonialisme de peuplement. Disons, sous deux grands aspects majeurs. D'une part, il est contesté parce qu'on dit mais en fait c'est un colonialisme sans métropole. Où est la métropole? Alors d'une part, on peut imaginer que la Grande-Bretagne d'abord, puis les États-Unis aujourd'hui pourraient constituer une forme de métropole, mais au-delà même de cette question, le colonialisme de peuplement n'est pas centré sur la métropole, il est centré justement sur les colons. Donc c'est d'un point de vue théorique, c'est assez logique. Par ailleurs, la deuxième critique qui est portée, c'est que ce serait un anachronisme, puisqu'effectivement, on est dans un processus de décolonisation depuis les années 60 et que de vouloir appliquer cette question-là serait une forme d'anachronisme. Or, en fait, ce qu'il se passe, c'est que
dans ce livre, on interroge cette question du colonialisme tout en mentionnant ses spécificités. Il y a des spécificités à ce colonialisme qui sont des spécificités de colonialisme de peuplement, qui sont des spécificités contemporaines. Et parmi ces spécificités, il y a la question de son imbrication, par exemple, dans une accélération néolibérale, qui est absolument clair, c'est-à-dire son association avec des dynamiques économiques très fortes. Khalil Nahleh, qui est un auteur palestinien, parle de néocolonialisme économique, et on voit ça tout à fait à l'œuvre de multiples manières. Et puis, c'est aussi associé avec une gestion des mobilités et des circulations et des frontières qui correspondent à une gestion des frontières très contemporaine, par une gestion de flux dans des espaces partagés, etc. Thème sur lequel j'ai pas mal travaillé. On pourra revenir dessus. Par ailleurs, l'autre critique qui est faite, c'est que le sionisme est un nationalisme. Et donc, il ne serait pas un colonialisme, puisqu'il serait un nationalisme. Or, un certain nombre d'auteurs, dont Rachid Khalidi, Rachel Bushbridge, ont bien montré qu'il peut être à la fois un nationalisme et un colonialisme. L'un, en fait, n'empêche pas l'autre, les deux choses peuvent tout à fait cohabiter. Par ailleurs, en fait, ce qui caractérise le colonialisme peuplement, c'est que c'est une structure. C'est-à-dire c'est quelque chose qui perdure, que c'est un processus continu d'éviction. Ce qu'on voit à l'œuvre depuis 1948, c'est assez visible. Donc c'est la dimension structurelle. Et ça, c'est très bien rendu par cette expression palestinienne de Nakba continue. Nakba al-Mustamira, la Nakba continue. Donc c'est une expression qui a apparu aussi au tournant des années 2000, donc notamment employée par Elias Khouri, qui a même écrit un ouvrage sur la Nakba continue, ou Joseph Massarat, qui parle de Nakba continue déjà en 2008. Autour des années 2000. Donc ce processus est là aujourd'hui. Bon, c'est non seulement une Nakba continue, mais pour certains même une nouvelle Nakba. Étant donné l'ampleur en fait évidemment du génocide et des destructions. Donc d'ailleurs un terme de Nakba qui est absolument pas du tout renié côté israélien, puisque dans l'espace médiatico-politique, on a entendu très clairement revendiquer une seconde Nakba, une Gaza Nakba, une Nakba 2023. Et une deuxième guerre d'indépendance. Donc ça est des mots qui circulent, qui ont circulé chez les politiques et dans le monde médiatique israélien, sans pour autant que ça semble troubler grand monde. Et d'ailleurs, de ce point de vue, on voit un changement assez notable, c'est-à-dire que jusqu'à récemment, le rapport à la Nakba, je pense que je n'ai pas besoin d'expliquer ce que c'est la Nakba, j'imagine que tout le monde le sait, mais enfin l'éviction de plus de 900 000 Palestiniens au moment de la création d'Israël en 1948, et j'en cite sur plus de 900 000 parce que j'ai travaillé sur les archives des organismes humanitaires de l'époque, et en l'occurrence c'est plutôt ce chiffre, il est plutôt conservatoire d'ailleurs, on pourra en débattre, que le chiffre toujours répété de 750 000. Mais enfin, donc 85-90% de la population de l'époque. Donc je sais plus, je me suis perdue, mais donc cette question de côté israélien, il y a eu toute une période où cette Nakba, cette première Nakba, a été complètement niée, silenciée en fait, jusque dans les années 80, où les nouveaux historiens israéliens ont eu accès à des archives militaires, et que il y a un consensus historique qui s'est plus ou moins établi sur cette question de la Nakba. Ça n'est pas arrivé dans le domaine du débat public. C'est resté comme quelque chose de relativement nié, caché, avec beaucoup d'ONG qui s'en sont saisies, de gens qui se sont mobilisés pour faire exister les villages détruits, la Nakba, etc. Mais ce qu'on peut voir à partir du 7 octobre, c'est que la Nakba n'est plus niée, silenciée, mais qu'elle est revendiquée, en fait. Et là, on a quand même un changement tout à fait radical de posture, parce qu'avant, c'était quand même un peu gênant, quand même. Ça restait quelque chose sur lequel
voilà, on ne communiquait pas, en tout cas officiellement, et alors que là, non, c'est affiché, revendiqué, le fait de faire une deuxième guerre d'indépendance, de faire une Nakba, de faire du transfert, etc. Je pense que j'ai déjà dit pas mal de choses là-dessus. Alors ensuite, peut-être évoquer rapidement cette question du génocide. Je dis rapidement parce que, en fait, au moment où on a écrit le livre, c'était vraiment très difficile d'assumer le mot génocide. Hein. Voilà, ça l'est quand même moins aujourd'hui, malheureusement. On s'est appuyé, enfin bon, de toute façon, le terme de génocide, c'est un terme qui est juridique. Donc c'est pas. Alors évidemment, les historiens du génocide ont quelque chose à dire sur les génocides, bien sûr, mais ça reste une qualification juridique. D'ailleurs. Voilà, notre président qui disait ce seront les historiens qui ne. Non, enfin, il n'y a pas que les historiens, c'est d'abord une qualification juridique. On l'a bien vu donc il y a eu des ordonnances de la Cour internationale de justice, la première du 26 janvier 24 qui parlait d'un risque plausible, et puis 3 ou 4 autres ordonnances qui ont réitéré, qui ont demandé. Donc une ordonnance, c'est une mesure, c'est pas un avis, hein, comment dire, c'est obligatoire en fait, c'est-à-dire que quand cette ordonnance a été prise par la Cour internationale de justice en janvier 2024, avec des mesures conservatoires qui ont été demandées, eh bien il faut que ces mesures conservatoires soient appliquées. Elles n'ont pas été appliquées, et donc on peut donc très clairement penser qu'un génocide a eu lieu. Et depuis, on a eu énormément d'universitaires spécialistes du génocide, de juristes qui l'ont qualifié de génocide, la rapporteure spéciale sur la Palestine également, et des historiens pour le coup spécialisés sur les génocides, tels que Omer Bartov, hein, qui a signé, vous avez peut-être vu dans le New York Times en juillet 24, une tribune disant « Je suis un universitaire spécialisé sur le génocide, je sais en reconnaître un quand je le vois », et puis depuis Amos Goldberg, Daniel Blattman, etc. Jusqu'à l'Association internationale des universitaires spécialisés sur les génocides qui ont voté fin août 25, à une écrasante majorité, 86%, une résolution sur la situation à Gaza, rendant un avis très circonstancié, qualifiant cette guerre de génocide, mentionnant que plus de 50 000 enfants ont été tués ou blessés, plus de 20 000 tués, hein, et demandant aux États parties de remplir leurs obligations vis-à-vis de la Cour pénale internationale, de la Convention sur le génocide de 1948, du droit international humanitaire et du traité sur le commerce des armes. Donc il faut savoir que la Convention sur le génocide de 1948, duquel la France et beaucoup de pays sont partis, elle engage aussi, elle oblige en fait, hein, elle oblige à prévenir un génocide et à mettre tout en œuvre pour le prévenir ou l'empêcher. Hein. Donc on n'est pas non plus là dans quelque chose où il y aurait un choix d'une action, mais il y a une obligation à agir sous peine d'être qualifié de complice. Bon, et puis on a vu les Nations Unies dernièrement, en septembre 25, commission indépendante de l'ONU qui a publié un rapport concluant qu'Israël avait commis un génocide à Gaza, marquant la première reconnaissance officielle explicite par un organe international. Donc, il reste qu'il appartiendra aussi à la Cour internationale de justice, mais qui mettra des années en fait à juger sur le fond en fait cette question, de statuer in fine. Donc, la question du droit international, j'y reviendrai peut-être après. Qu'est-ce qu'il peut faire, qu'est-ce qu'il ne peut pas faire, et plus largement, qu'est-ce que le droit peut faire aussi en compétences universelles, hein, c'est-à-dire depuis, par exemple, d'autres pays, depuis l'Europe, par exemple. On voit un certain nombre de plaintes qui sont déposées dans différents pays contre des personnes identifiées comme ayant été acteurs, en fait, hein, de ce génocide, d'anciens soldats, etc. Donc la deuxième partie de ce livre va traiter on reviendra, si vous voulez, sur les dimensions stratégiques, si ça vous intéresse, par rapport au Hamas, quelle action, quelle décision, pourquoi, quel résultat. Bon. Mais
peut-être dans les questions. Moi, je vais peut-être aller sur la partie 2, qui est cette question de l'effacement. Donc, avec cet article de Abel El-Sakra sur la question notamment de l'herbicide, qui me paraît intéressant, comme les autres articles, hein, notamment parce que il replace dans l'histoire de Gaza et nous sort un peu de cette vision d'un Gaza saturé de guerre et d'humanitaire, hein, comme si Gaza avait toujours été cette bande de Gaza. Or, il faut savoir que le mot bande de Gaza n'est employé que dans les années 50, au moment où l'Égypte administre la bande de Gaza. Et qu'avant, il s'agissait d'un district de Gaza beaucoup plus large qui couvrait 40% du territoire au moment du mandat et qui devient donc cette bande de Gaza en rétrécissant très largement. Donc il faut avoir à l'esprit que les kibboutz qui ont été attaqués le 7 octobre sont installés sur des villages, anciennement des villages, qui faisaient partie de ce fameux district de Gaza qui a été réduit déjà après 48. Il faut quand même avoir ça à l'esprit, en dépit du fait que certains d'entre eux étaient des militants pour la paix, etc. Pas tous, hein, il y a aussi beaucoup de postes militaires qui ont été attaqués, mais il faut quand même avoir à l'esprit qu'ils ont été construits sur des villages qui faisaient partie du district de Gaza et que un certain nombre des habitants ou des personnes qui se sont réfugiées justement à Gaza. Et les familles sont descendantes de ces personnes qui se sont réfugiées à Gaza, puisque comme vous le savez, Gaza est formé à 70% de réfugiés, et notamment de réfugiés de cette enveloppe, on appelait l'enveloppe de Gaza qui est autour. Donc avant 48, c'était une des rares villes palestiniennes avec un aéroport, une gare, c'était ce fameux chemin de fer du Hejaz qui passait là. Donc un aéroport, j'insiste, pour qu'on s'imagine un peu autrement. Un important réseau routier, de larges avenues. En fait, il y avait une citadinité très développée. Et quasiment plus développée que dans d'autres villes en fait de la Palestine. Donc je pense que c'est important d'avoir ça à l'esprit, alors que ça fait des années maintenant qu'on vit avec cette bande de Gaza sous perfusion humanitaire, qui serait saturée de pauvreté, etc. Bon, c'est pas ça en fait. C'est des grandes familles, c'est une ville urbaine, etc. qui petit à petit a vécu un phénomène colonial d'asphyxie progressif. Jusqu'aux années 80, elle avait le plus grand nombre de cinémas. Il y avait 7 cinémas et plein d'installations sportives, touristiques. Bon, alors l'arrivée du Hamas a contribué à la fin des cinémas à Gaza, il faut quand même le dire. Une société, plus de 50 hôpitaux, une société multiconfessionnelle. Au moment de la Nakba, il y a une perte quand même de 70% des terres de la région et de 50 villages, donc ces zones des kibboutz, de cette fameuse enveloppe. Et donc les concepts, les projets de transfert des Gazaouis sont anciens. Et finalement, ce processus d'asphyxie a été progressif. Donc lui, il développe le concept d'urbicide. Donc l'urbicide, ce sont des violences qui visent la destruction d'une ville, non en tant qu'objectif stratégique, mais en tant qu'objectif identitaire. Donc il y a une vraie volonté de détruire les villes comme lieu de vie, justement, et justement la citadinité au final. Donc ensuite, il y a un certain nombre... il y a un autre article qui travaille sur la question du culturicide, c'est-à-dire comment on détruit évidemment tout ce qui permet la culture, les musées, le patrimoine, comment ont été traités une grande partie, et aussi finalement les acteurs vivants, que ce soit les intellectuels, les artistes, etc. Et un article sur la question de l'économie, c'est-à-dire petit à petit de la manière dont cette économie a été réduite de plus en plus, et très notablement avec le blocus qui commence en 2007 quand le Hamas prend le contrôle de la bande de Gaza, où petit à petit l'économie est limitée, contrôlée jusqu'à... et le contrôle de l'économie palestinienne, évidemment, ne concerne en premier lieu la manière dont
Par exemple, les taxes qui sont collectées par l'État israélien pour l'autorité palestinienne, les taxes de douane, en fait, doivent être reversées. Elles représentent 64% des revenus de l'autorité palestinienne en 2023, donc c'est énorme, et ne sont pas ou très diversement reversées en fonction de la situation politique. Et là, il y a énormément d'argent, évidemment, qui est retenu depuis. Sachant que l'autorité palestinienne, en dépit de la coupure, de la césure avec Gaza suite aux élections de 2006, à la prise de pouvoir du Hamas à Gaza, etc., a quand même continué à payer certains fonctionnaires qui ne travaillaient plus, etc., mais à payer une partie de l'électricité de Gaza, enfin à couvrir un certain nombre de frais de Gaza. Même si ça aussi, c'est un outil politique utilisé également par l'autorité palestinienne dans sa conflictualité, on va dire, avec l'autorité du Hamas. Voilà, moi j'ai travaillé la question du futuricide, on pourra y revenir. Donc pour moi c'était à la fois une manière de quelque part d'englober les différents cides qui sont à l'œuvre, que ce soit culturicide, urbicide, écocide, scolasticide, épistémicide même, on a parlé. Avec la manière aussi dont toutes les universités ont été systématiquement détruites. Donc c'était à la fois ça, et c'était la manière dont étaient visées toutes les élites intellectuelles, les médecins, etc. Donc en fait, tout ce qui permet à un lieu aussi de pouvoir vivre, toute capacité autonomie, c'est-à-dire d'empêcher l'avenir, non seulement en tuant au présent, mais aussi en préemptant l'avenir de diverses manières. Aujourd'hui, on n'a plus que 1,5% des terres agricoles qui sont utilisables. Donc il y a une destruction totale de toute possibilité d'autonomie alimentaire minimale, alors qu'en fait, on avait quand même... d'ailleurs, en fait, les zones agricoles, c'est vraiment les zones qui sont aujourd'hui occupées. Donc, comme vous le savez, il y a 54% de la bande de Gaza qui est sous contrôle israélien. Voilà, l'Est, en fait, a été occupé, coupé en deux. Et les zones agricoles qui ont été systématiquement détruites au préalable sont dans cette zone-là, de toute façon. Et de toute façon, ne sont pas aujourd'hui accessibles. Et donc, c'était ce terme de futuricide, c'est une intention, comme le génocide, mais c'était l'idée que, en fait, il y avait une volonté de complètement préempter l'avenir, non seulement le présent, mais c'était aussi comprendre la dimension multitemporelle de cette guerre. Parce que, par exemple, en détruisant les églises, les mosquées, les monuments, mais aussi les cimetières, qui ont été très très visés par les destructions. Vous coupez à la fois, on peut parler de mémoricide, vous coupez à la fois le lien au passé, à l'ancrage en fait dans une terre, sans compter le fait que vous terraformez complètement l'espace, puisqu'il y a des destructions majeures, et donc vous rendez l'espace presque inconnaissable ou méconnaissable pour une population. Vous construisez, tel que le raconte le journaliste Rami Aboujamous, que vous suivez sans doute sur Orient 21, tel qu'il le raconte, c'est-à-dire vous créez aussi des souvenirs négatifs dans un espace, puisque voilà, vous faites des mosquées, des lieux de refuge, vous bombardez des chalets à la plage, etc. Donc en fait, vous transformez des lieux, vous donnez une mémoire noire à des lieux qui avaient toute une autre mémoire, donc vous transformez la relation que vous pouvez avoir avec le lieu. Et puis, vous transformez aussi la projection possible avec tout ce qu'on a vu et ce qu'on voit encore avec le plan de paix et ce qu'on a vu avant avec toutes les projections qui ont été faites, Gaza 2035, le plan Trump, etc. Tous les différents plans qui ont été mis en avant avec les volontés de recolonisation, etc., qui ont été aussi affichées par le mouvement des colons, etc., et qui place les gens quand même dans une sorte d'incertitude radicale où il est très difficile de se projeter dans un espace comme celui-ci, en fait, d'arriver à envisager un avenir. Bon, j'ai travaillé plus précisément sur un certain nombre de choses, et notamment sur la dimension icocidaire.
et sur justement la gestion de l'espace et les projections des différents plans avec ces villes humanitaires qui reviennent en fait. C'est-à-dire que finalement, il y avait un certain nombre de projections, puis ensuite ça a changé, mais là on voit qu'on retourne à cette même chose. C'est cette idée de ville humanitaire, de lieux, comment ils appellent ça aujourd'hui, parce qu'à chaque fois ça change de nom. Il y a eu les bulles humanitaires, les villes humanitaires, maintenant c'est les communautés alternatives sécurisées, donc ces espèces de lieux donc, où 20 000 personnes seraient enfin, de nouvelles constructions dans lesquelles il y aurait aussi des écoles, etc., mais qui seraient nettement sécurisées, qui seraient contrôlées et qui seraient a priori dans la zone, pour l'instant, dans la zone verte. Alors la zone verte, c'est la zone sous contrôle israélien. Donc la zone à l'est. Sachant que, alors qu'à l'ouest, donc près de la mer, le Hamas est toujours, contrôle toujours la zone. Mais sachant que quand même l'objectif, c'est de récupérer la zone à l'ouest également, en partie, puisque la zone à l'ouest, c'est la zone au bord de la mer, et donc il y a des projections immobilières très claires sur cette zone, d'une part, et puis aussi c'est la zone qui permet quand même de beaucoup plus exploiter encore gisements de gaz et de pétrole, puisqu'on a quand même des ressources extrêmement importantes au large de Gaza. Donc moi j'ai pas mal travaillé sur la néolibéralisation de la guerre, enfin toute une série de choses sur lesquelles on pourra revenir. Donc peut-être évoquer donc 2 points peut-être, et puis après je vous laisserai la parole pour pas parler trop longtemps. Donc il y a un article qui, on va dire, est beaucoup plus sur les quotidiens, qui essaye qui raconte les formes de résistance en fait pendant cet écrasement. Il y a multiples formes de résistance, évidemment. Les gens, de toute façon, le quotidien est une forme de résistance puisqu'il s'agit de vivre dans le contexte. Donc évidemment que les gens déploient de multiples stratégies, ingéniosités pour vivre, déplacer, pour s'adapter, on va dire. Mais bon, lui, il travaille, c'est un article qui s'appelle « Écologie de siège, cultiver la vie pendant la Nakba » et qui raconte l'histoire d'une famille, la famille Abu Rabia, du nord de Gaza, qui était restée sur ces terres, qui avait récupéré des graines et replanté dans des containers pour faire une petite pépinière et commencer à nourrir un certain nombre de familles. Donc il y avait cette dimension un peu de reconstruction d'une autonomie alimentaire minimale sur un espace. Et donc il raconte ça en montrant aussi toute la dimension écologique en fait de ce siège. Malheureusement, Youssef Abu Rabia qui faisait ceci a été tué. Il a été ciblé justement parce que tout ce qui a été ciblé, c'est toute la capacité à vivre, donc à vivre de manière indépendante. Donc il a été ciblé parce que justement il pouvait reconstruire quelque chose. Donc il raconte un peu toutes les ingéniosités, le fait que les gens se sont mis ont continué, on va dire, mais se sont beaucoup plus appuyés sur les plantes saisonnières, le rebaisé, etc., ce qu'ils pouvaient trouver, les plantes sauvages pour se nourrir, dans un contexte, sur la question des soupes populaires, etc., la distribution de semences baladi, le projet de reconstruction d'une banque de semences locales, etc., pour essayer de pallier du point de vue de la souveraineté, d'autonomie alimentaire. Malheureusement, la machine ayant continué à se déployer, ça n'a pas pu vraiment perdurer. Et il finit quand même avec une phrase de Mahmoud Darwish plus optimiste, on va dire. Il ne faut pas se résoudre à l'inhabitabilité, il ne faut pas se résoudre au siège. Nous devons assiéger le siège. Tâche difficile, malheureusement. Et enfin, peut-être je dirais 2 mots sur la question du droit international. Donc j'ai un peu évoqué les ordonnances de la Cour internationale de justice. Dans les 2 articles qui en traitent, il y en a un qui revient sur les différentes
ordonnances qui ont été prises par la Cour internationale, la Cour pénale, qui évidemment ne légifèrent pas sur les mêmes choses. Et puis un autre qui revient, qui est juriste, Johnny Arassi, qui est un juriste, un Palestinien de Galilée, un Palestinien d'Israël, et qui lui prend position en fait dans le débat juridique. Il ne fait pas que analyser, il prend position, notamment. Alors, il part de l'avis consultatif du 19 juillet 24 de la Cour internationale de justice qui a appelé Israël à mettre fin à l'occupation. Donc, il faut savoir que cet avis a réitéré le fait que la Palestine, donc parce que il parle d'un territoire occupé. Pour le droit international, c'est pas les territoires occupés, mais c'est le territoire occupé de Palestine, puisqu'ils reconnaissent l'État de Palestine et ils reconnaissent que c'est un État occupé, donc dans sa globalité, qu'il s'agisse donc de la Cisjordanie, de Jérusalem-Est, et occupé en 67, de Jérusalem-Est et de Gaza. C'est-à-dire que le fait que les Israéliens arguent qu'ils se sont désengagés de Gaza en 2005, etc., ça ne vaut pas, puisqu'il y a eu le siège et qu'ils ont continué à contrôler. Donc, et qui donc a réitéré le fait que cette occupation était illégale, ce qui a, si vous vous en souvenez, débouché sur un vote de l'Assemblée générale des Nations Unies demandant à ce que cette occupation cesse au bout d'un an. Donc elle devait cesser en septembre 25 et que tous les États mettent tout en œuvre pour qu'elle cesse. C'est à ce moment-là que la France et l'Arabie Saoudite ont fait leur initiative de reconnaissance de l'État de la Palestine. On peut quand même se poser la question, au-delà de la dimension symbolique et peut-être utile politiquement encore que, de pourquoi à ce moment-là, alors qu'il y avait une résolution qui enjoignait, parce que les États à agir pour arrêter l'occupation, à ce moment-là, on prend une résolution pour reconnaître un État qui n'a aucune existence géographique. Enfin, on peut quand même se poser la question du moment de cette reconnaissance, sachant qu'elle aurait pu intervenir beaucoup plus tôt. Donc ce juriste Johnny Arassi, lui, il défend l'idée que finalement cette occupation, parce que la Cour internationale dit que l'occupation est illégale en raison des pratiques de colonisation et de racisme. Et les pratiques inhumaines, contrôle des ressources naturelles, des terres, application de systèmes juridiques, l'un pour les colons, l'autre pour les Palestiniens. Alors lui, il défend l'idée qu'en fait, elle est illégale parce que 67 n'a pas été une guerre de défense, telle que Israël l'a toujours raconté, mais a été une guerre d'attaque et que l'occupation avait été préparée en amont. En fait, il s'appuie sur des archives israéliennes nouvelles qui montrent que cette guerre avait été d'une part préparée et d'autre part qu'il y avait eu tout un travail juridique pour pouvoir occuper cet espace, avec notamment à sa tête Meir Shamgar, qui a travaillé là-dessus. Et donc pour lui, elle est illégale parce que ce n'est pas une guerre de défense, mais c'est une guerre d'attaque. Donc voilà, peut-être je vais m'arrêter là pour peut-être qu'on soit dans quelque chose de plus un échange. Voilà. Merci beaucoup pour l'exposé. Maintenant, à vous la parole. Donc, les questions sont ouvertes. Bon, je vais peut-être commencer par demander une petite précision pour encourager les... dans le cadre du futuricide ou la préemption, disons, de l'avenir des Palestiniens par l'État israélien, vous parliez de la toile carcérale. Vous ne l'avez pas trop évoqué dans votre exposé, mais ça me semble un aspect assez important dans la spécificité de la colonisation de peuplement israélienne. C'est une manière c'est une manière d'empêcher ou de préempter, disons, l'avenir des Palestiniens, mais aussi l'autre aspect qui est celui d'un contrôle total de la population, mais de toute la population palestinienne, et en utilisant des moyens technologiques de haut niveau
pour contrôler toute la population. C'est une spécificité, je pense, de la colonisation en Palestine. Est-ce que vous pouvez préciser un peu cet aspect? Voilà. Oui, en effet, j'ai pas tout évoqué parce que, moi j'ai écrit 500 pages sur la toile carcérale, donc c'est vrai que je suis pas rentrée dans ce sujet. Et d'ailleurs, j'ai écrit aussi un autre livre qui s'appelle Des morts en guerre, détention des corps et figures du martyr en Palestine en 2022, et qui travaille sur cette extension de la toile carcérale aussi aux défunts. Et effectivement, en fait, c'est là où on peut réfléchir de deux manières. C'est-à-dire que, il y a des gens qui parlent d'une gazification en ce moment de la Cisjordanie, dans le sens où il y a l'usage de matériel militaire, il y a les expulsions des camps, 40 000 personnes, etc. Mais moi, ce que j'ai vu dans cet article sur le Futuricide, c'était plutôt la manière dont finalement Gaza, alors évidemment, pas de la même manière, puisque là, on a en plus un génocide, un génocide, oui, un génocide, mais la manière dont Gaza, petit à petit, a été, avec une volonté de gérer Gaza comme est gérée la Cisjordanie. Donc je m'explique. En fait, à partir du moment où Israël se désengage de Gaza en 2005, et où ensuite, en 2007, le Hamas prend le contrôle de Gaza et l'autorité palestinienne reste en Cisjordanie, en fait, Gaza a une relative continuité territoriale, en fait. Une relative continuité territoriale qui fait que, par exemple, les Gazaouis sont très peu arrêtés pendant la période 2005, octobre 23. Alors qu'avant, ils étaient aussi extrêmement arrêtés. Il faut savoir que 40% des hommes palestiniens sont passés de manière cumulative par les prisons. Ça, c'est le cadre. Donc, et d'ailleurs, les sociétés coloniales de peuplement sont très souvent des sociétés carcérales. Et là, on est évidemment dans un contexte carcéral. Mais Gaza, à partir de 2005 à 2023, on a beaucoup moins d'arrestations qu'en Cisjordanie. On n'en a quasiment pas. C'est-à-dire que les Gazaouis qui sont en prison, sont des Gazaouis qui ont été incarcérés avant 2005, ou bien qui sont incarcérés aux frontières quand ils essayent de sortir, parce que là, c'est le moment où on peut les attraper, si je peux dire, ou bien lors de guerres avec invasion militaire. Il faut savoir que toutes les guerres qui ont été conduites contre Gaza, et il y en a, on est à la 7e depuis 2005, n'ont pas suscité des invasions militaires. Pas toutes. Donc, en fait, au 7 octobre 23, on a 4% des détenus qui sont des Gazaouis seulement. Et Gaza a une relative continuité territoriale, c'est-à-dire qu'elle est enfermée, c'est une cellule territoriale en elle-même, tout Gaza. Alors qu'en Cisjordanie, on est dans un morcellement territorial, et depuis les années 2000, et la réoccupation de la Cisjordanie, d'une grande partie de la Cisjordanie, l'armée, quand elle s'est retirée, l'armée israélienne, elle a constitué ce qu'elle appelle des cellules territoriales, c'est-à-dire qu'en fait, autour de chaque ville et chaque village, il y a des checkpoints, et quand, selon la situation sécuritaire, vous ouvrez ou vous fermez. Et donc, il y a ça, et puis il y a évidemment les incarcérations massives. Comme je disais, 40% des hommes. Donc en fait, avec ces deux dispositifs, cellules territoriales plus incarcération massive, vous gérez complètement une population et vous gérez ses mobilités. Vous voyez, parce qu'en fait, on s'est beaucoup focalisé sur ce mur, mais ce mur, quelque part, il fait un peu écran, parce qu'à l'intérieur de la Cisjordanie, l'armée est tout autant présente avec tous ces multiples checkpoints. Maintenant, on est à plus de 1000. On était à peu près à 600 avant le 7 octobre, maintenant on est autour de 1000. Donc vous voyez, il y a un morcellement extrême du territoire et des arrestations massives, parce que du coup, ce morcellement, ça fait la Cisjordanie est complètement perméable en fait à ça. Et ce que n'était plus Gaza entre 2005 et 2023. Bon, évidemment, maintenant, avec l'invasion militaire massive, on a vu des arrestations absolument massives. Alors, à Gaza, mais aussi en Cisjordanie, puisque évidemment tout l'appareil Hamas et d'autres ont été arrêtés. Donc il faut quand même... Alors,
il faut savoir que parmi tous les gens qui ont été arrêtés, selon même les renseignements là, depuis le 7 octobre, selon même les renseignements militaires israéliens, 1 sur 4 seulement sont des militants actifs armés. Donc voilà. Et sinon, quand on voit dans une plus grande continuité, on se rend compte que les gens sont arrêtés pour plein de motifs d'ordre politique. Alors ça peut aller jusqu'à effectivement des gens qui ont des actions militaires, mais ça va aussi à des gens qui sont militants dans des partis, d'autres qui manifestent, voilà, enfin c'est d'autres qui font des posts sur les réseaux sociaux. Les Palestiniens d'Israël ont été énormément arrêtés ces derniers temps pour des posts sur les réseaux sociaux, etc. Donc c'est toute une gamme d'activités qui vont de l'expression d'opinion politique, on va dire, jusqu'à des engagements plus clairs dans la politique voire dans la lutte armée. En tout cas, depuis le 7 octobre, donc, il y a eu énormément d'arrestations. Et en fait, ces dernières années, on était à peu près à un chiffre bas, on va dire, de prisonniers en même temps, hein, autour de 5-6 000. Et là, on est passé à des 10 000, des 15 000. Enfin, voilà, il y a eu, ça a été multiplié quasiment par 3, sachant qu'en plus, on n'a pas... on ne dispose pas de tous les chiffres, en fait, parce que... ont repris les arrestations de personnes qui sont placées dans des camps militaires et on n'a pas de chiffres sur les camps militaires en fait. On a les chiffres que donne l'administration civile pénitentiaire et on est autour de 10 000. Et il faut savoir que parmi ces... mais il y a toute une série de gens qui sont disparus, essentiellement des Gazaouis. Sur les Gazaouis, on n'a pas de chiffres en fait fiables, d'une part, et on a vu aussi le fait que à la fois les détenus administratifs et les ennemis combattants illégaux, donc les détenus administratifs, c'est des gens qui sont gardés à la discrétion des services de renseignement sans jugement prévu, donc qui peuvent être renouvelés. Juste après l'occupation en 67, ils pouvaient être renouvelés pendant plusieurs décennies. Maintenant, c'est moins en général, pendant quelques années. Mais ils restent non jugés, non jugeables, hein, en fait. Et on est à peu près de 36%, ce qui est énorme depuis le début de la guerre. Et on a aussi, ils ont remis au goût du jour une catégorie qui a été créée en 2002, au moment de la guerre contre le terrorisme des États-Unis. Une catégorie qui a été pensée conjointement en Israël aux États-Unis, c'est la catégorie de combattants ennemis illégaux, que vous avez dû entendre par rapport à Guantanamo et tout ça. Donc les Israéliens, ils établissent la même catégorie à la même période, mais ils l'utilisent un peu, puis ensuite, et d'ailleurs pour des Libanais, beaucoup, et puis après, elle tombe un peu en désuétude, et puis là, depuis la guerre à Gaza, la catégorie a été... Parce qu'en fait, c'est l'équivalent de la détention administrative, mais pour un territoire dit ennemi, parce que Gaza, depuis le désengagement de 2005, est considéré comme un territoire ennemi. Et donc, on a, voilà, en ce moment 1237, mais il y en a eu beaucoup plus, et surtout, quand on cumule ces deux groupes, on se rend compte que 50% des personnes qui sont aujourd'hui en détention ne seront pas jugées. On n'en a que 14% qui sont jugés, puisqu'il y en a d'autres qui sont encore en provisoire, etc. Mais c'est énorme en fait, 14% des personnes seulement sont jugées, et 50% qui de toute façon ne le seront pas. Donc ça, c'est redevenu un outil de gestion en fait de cette bande de Gaza qui avait plus ou moins, qui était plus vraiment le cas en tout cas concernant Gaza, d'une part, et puis évidemment la gestion de l'espace, hein, parce que voilà, là on en a parlé, mais il y a eu de multiples fractures de l'espace gazaoui en fait. Hein. À un moment c'était nord-sud avec le corridor de Netzarim, puis après il y a eu 13 routes créées, il y a eu 3, 4, 5 corridors qui fractionnaient en 4-5 parties. Maintenant on est sur de l'est-ouest. Donc en fait il y a aussi toute une manière de redessiner l'espace et de mettre des checkpoints à l'intérieur de Gaza, ce qui ça n'existait pas plus à Gaza en fait. On n'avait plus ça. Et donc c'est pour ça que je dis que c'est une manière de tenter de gérer l'espace de manière assez proche de ce qui se passe en Cisjordanie, avec aussi effectivement tout un outillage
technologique en fait, qui est maintenant à disposition, qui s'est développé petit à petit dans la manière dont Israël a géré en fait le sécuritaire, avec évidemment les renseignements humains, mais aussi les renseignements que peuvent donner la technologie, mais surtout à partir du moment où vous avez plein de checkpoints, en fait, ils ont mis en place évidemment des reconnaissances, type reconnaissance faciale, algorithmique, etc., quoi. Et ça se développe évidemment, et ça va permettre cette gestion aussi dans ces fameuses villes humanitaires, dites villes humanitaires. Bon, c'est pareil, avec un contrôle des entrées et sorties, profilage biosocial, qui existait déjà en Cisjordanie, pas forcément autant avec cette dimension algorithmique qu'on le voit maintenant. Mais si vous voulez, profilage biosocial, c'est-à-dire en fait, selon qui vous êtes, par exemple, vous n'allez pas du tout être condamné de la même manière, en fait. Il y a des sortes de critères qui sont établis selon votre proximité avec Israël, dans le sens où est-ce que vous avez accès à une mobilité dans tout l'espace israélo-palestinien ou pas? Si vous êtes un Palestinien d'Israël, vous êtes considéré plus dangereux, par exemple. Vous étiez considéré plus dangereux, parce que vous pouvez circuler partout. Que si vous êtes un Cisjordanien, voire un Gazaoui avant le 7 octobre. Donc je veux dire, c'est qu'après il y a votre genre, il y a les réseaux familiaux, les réseaux politiques, etc., qui établissent, on va dire, un profilage de votre dangerosité, à partir de laquelle vous êtes géré, vos mobilités sont permises ou non permises, et votre incarcération, selon ce que vous faites, sera faite ou pas. Enfin, donc, et là, maintenant, on arrive à autre chose, avec vraiment quelque chose qui avait commencé à être mis en place, avec tout ce qui relève du Blue Wolf, White Wolf, enfin tout un pack donc plus technologique qui se surajoute au renseignement humain, parce que quand vous faites passer autant de gens par la prison, vous imaginez bien, en plus ça suppose beaucoup plus d'arrestations, que vous avez un renseignement humain qui est énorme en fait, parce que comme vous l'avez vu, c'est des pratiques de torture, donc bon, puis il y a toute une autre série de mécanismes sur le renseignement humain, et aussi toute une gestion maintenant beaucoup plus technologique, avec, comme je disais, plutôt profilage algorithmique, et qu'on a vu aussi dans la conduite de la guerre, avec la désignation des cibles par algorithme en fait. Donc, ce qui a maximisé la violence de manière extrêmement notable. Et c'est pour ça que, avec des complicités quand même des leaders de la tech tout à fait notables. Enfin, disons, qui ont laissé leurs services à disposition de l'armée israélienne, qui ont été attaqués pour, mais et donc, à mon avis, il y a quand même un enjeu important sur cette question des leaders de la tech et de l'intelligence artificielle dans la conduite de la guerre, et dans ce que ça peut générer dans un contexte comme le contexte palestinien. Enfin, autant dire, il faudrait boycotter ça, en fait. Bonsoir. Vous qui êtes sociologue et qui connaissez très bien cette région et qui vous la suivez, vous avez pu suivre toute la trajectoire. Quel avenir voyez-vous ou quelle forme envisagez-vous pour ces sociétés, tant israéliennes que palestiniennes? Elles ne vont pas, ni l'une ni l'autre, quoi qu'il arrive, sortir indemnes de ce processus. C'est un processus qui s'est engagé il y a très longtemps et qui continue. Et peut-on s'imaginer que, plus largement, nos propres sociétés, soi-disant occidentales, c'est-à-dire les sociétés françaises, britanniques, américaines naturellement, disons les sociétés des pays libéraux, ne vont-elles pas aussi se transformer? Ce que j'essaye de dire, c'est qu'à mon avis, on ne peut pas sortir indemne d'un tel processus sur une si longue période. Et vous, en tant que sociologue, comment vous projetez-vous dans un avenir, je ne sais pas, 5 ans, 10 ans, 20 ans? Ah, bon, alors,
moi, je travaille un peu plus sur l'existant que sur la futurologie, mais je pense qu'effectivement, vous avez complètement raison, on ne peut pas sortir indemne. Déjà, par exemple, cette question du droit international que j'ai mentionné, voilà, enfin, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on décide qu'effectivement, le Conseil de la paix que Trump veut créer, c'est tout à fait pour remplacer toutes les juridictions internationales et au-delà, et l'organisme des Nations Unies tel que né, et les Nations Unies et toute l'organisation telle que née post-guerre mondiale. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Il est évident que ce qui se passe à Gaza a des implications extrêmement fortes. C'est-à-dire, ce qui se passe à Gaza et le peu de réactions que ça a suscité a des répercussions extrêmement fortes sur la question de l'état de droit, sur la question du droit international, sur la question de la démocratie, et on le voit. On le voit déjà. Enfin, je veux dire, on voit très bien que y a un usage de la force et de la brutalité qui prend le pas complètement sur tout respect de l'état de droit, etc. Et comme on sait très bien que à la fois le gouvernement américain actuel, tout comme le gouvernement israélien, font tout pour encourager nos politiques en Europe les plus l'extrême droite européenne, pour démanteler définitivement ça et l'Europe. Donc c'est évident que ça aura des implications, et il est évident que voilà, que ce qu'on laisse faire, ce qu'on a laissé faire à Gaza, voilà, a des implications majeures, et sur la société israélienne, et ce que je disais sur l'intelligence artificielle également. C'est-à-dire qu'à un moment donné, là, c'est la première fois qu'une guerre par intelligence artificielle a été conduite à cette échelle. Un génocide par intelligence artificielle. Donc ça a des effets. Ça a des effets. Et on voit très bien qu'aujourd'hui, d'ailleurs, notre président, depuis longtemps, ne sait que parler de réarmement, Enfin, on voit bien, en fait, qu'aujourd'hui, la question de la guerre, qu'on avait, entre guillemets, un peu oubliée, on a quand même eu la Yougoslavie, là, elle est revenue très fortement et très violemment avec ce génocide à Gaza, et depuis, et ce qui se passe en Ukraine et en Russie, et depuis, on voit bien qu'il y a une gradation, c'est-à-dire qu'on voit bien que les économies vont se militariser, on le voit. Et donc, qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a militarisé une économie? Enfin, je veux dire, on voit quand même assez clairement, je pense, un chemin. Alors, je sais pas, moi, je dis pas que forcément on va arriver à quelque chose de complètement dramatique, dans le sens où je pense et ça fait aussi partie de cette question-là du futuricide et tout. C'est-à-dire qu'il ne faut pas non plus acquiescer à une futurité coloniale concernant les Palestiniens, et coloniale peut-être plus globalement, parce qu'on peut imaginer que voilà, on est sur un néo-impérialisme de type colonial, in fine, qui s'adresse à eux, mais pas seulement à eux. Enfin, je veux dire, si on l'acte dès maintenant, on est fou. Enfin voilà, on peut pas acter ça, et on peut pas dire c'est ça l'avenir, en fait. Sinon c'est, enfin voilà, quelque part il y a une dimension performative. Donc effectivement que je vais pas dire que c'est ça qui va se passer, mais en tout cas on voit très clairement. Et pour moi, Gaza là est un révélateur et énorme, en fait, de tous les processus qui sont à l'œuvre, qu'on voit se continuer depuis. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Gaza et la Palestine. Hein, mon intervention fait exactement suite à vos propos. Est-ce qu'on peut dire, là, vous avez indiqué que une des personnes qui a contribué dans ce livre posait la question, est-ce que Gaza n'est-il pas le tombeau du droit international? Plus que le tombeau, est-ce que ce n'est pas justement le révélateur du fait que le droit international ne peut en aucun cas protéger les peuples, comme le peuple palestinien, du colonialisme? Et est-ce que c'est quelque chose auquel on peut faire référence aujourd'hui
pour continuer à défendre le peuple palestinien. Je ne vois pas qui parle. Ah, vous êtes là. Ouais, ok. Donc, c'est une question importante, cette question du droit international, parce qu'aujourd'hui, les mêmes qui se réfèrent du droit international, en France, par exemple, il y a le projet de loi Yadan, et ce projet de loi, quand on regarde ceux qui ont signé ce projet de loi, c'est tous des partisans du droit international, et qui aujourd'hui viendraient, si ce projet de loi est adopté, le titre de votre livre, le titre de la réunion d'aujourd'hui, il est passible des sanctions prévues par ce projet de loi. Donc, ça ne peut pas être, pour moi, le droit international ne peut pas être un garant ni un instrument avec lequel on peut défendre le peuple palestinien, où on peut se défendre, où le mouvement ouvrier peut se défendre dans son existence, puisque c'est quand même un instrument qui a été fait par les puissances impérialistes et pour défendre leurs droits, ce qui s'est passé à la fin de la guerre. Oui, mais enfin, ça me paraît plus avec quelques nuances. Hein. C'est-à-dire qu'on sait très bien que les populations anciennement colonisées ont argué du droit international aussi. L'Afrique du Sud, très clairement, par ailleurs, s'est servi aussi du droit international pour se sortir de cette situation. Et c'est pas pour rien que c'est l'Afrique du Sud qui a porté la question à la Cour internationale de justice. Après, on voit bien, effectivement, vous avez raison, on voit bien qu'il est inefficace. La destruction le montre. Après, est-ce qu'il faut... bon, il y a le droit international, il y a l'état de droit en général, et il y a quand même la démocratie. Alors la démocratie aussi, elle est en crise. Mais bon, qu'est-ce qu'on fait ? On jette tout ça ? Moi, je ne crois pas. Je pense que les combats, ils peuvent se mener à plusieurs échelles. Maintenant qu'il y ait un dévoiement des mots, c'est assez clair. Je veux dire, on voit bien. Enfin, il y en a qui parlent de paix quand ils font la guerre, d'autres qui parlent de droit international quand ils font autre chose, d'autres qui parlent d'antiracisme quand ils font du racisme. Enfin bon, donc on le voit, enfin, c'est clair. Et les gens dont vous parlez de la loi Yadan, ils sont typiques. C'est la LICRA, c'est tous ces gens-là qui ont complètement... Enfin, la loi Yadan, c'est même pas la LICRA, mais je veux dire, c'est qu'on voit chez la LICRA ce glissement entre Ligue antiraciste et contre l'antisémitisme à Ligue, finalement, contre l'antisémitisme et raciste, en fait. Hein. Donc, c'est assez clair. Donc, on voit bien que les mots... voilà, les mots sont réemployés par les uns et par les autres, mais ces gens-là, ils se revendiquent du droit international. Mais ce n'est pas des acteurs aujourd'hui de ce droit international-là, dans lequel il y a des batailles, il y a des luttes, mais qui permettent parfois quelques petites victoires. Donc, mais aujourd'hui, en effet, pour le moment, la bataille est complètement perdue de ce point de vue, c'est clair. Mais après, qu'est-ce que ça veut dire ? Et effectivement, même la manière dont notre gouvernement, notre président a utilisé le droit international pour reconnaître l'État de Palestine, tout en ne prenant pas les actions nécessaires relatives aux armes et aux composants, etc. Bon, voilà, enfin, évidemment, hein, tout ceci est extrêmement questionnable. L'Arabie Saoudite qui a porté la reconnaissance en sous-targuant du droit international, alors que maintenant, elle va dans le Conseil de la paix qui fait tout, sauf du droit international, sauf de l'autodétermination. On voit très bien, en fait, les enjeux. Après, à l'Assemblée générale des Nations Unies, où se retrouvent beaucoup de pays anciennement colonisés, etc., où la majorité n'est pas celle du Conseil de sécurité et de ces pays dominants, etc., elle a des leviers d'action. Bon, elle ne les prend pas forcément, mais il y en a quand même. Donc moi, je ne vais pas défendre là forcément cette ligne-là. Je pense que de toute façon, les luttes, elles se mènent sur plein de terrains différents et en même temps. Mais je ne vais pas non plus le jeter complètement parce qu'il y a un enjeu tel aujourd'hui, ne serait-ce que sur la question de état de droit, brutalité, démocratie, autoritarisme. Et tous les pays d'ailleurs qui ont rejoint le Conseil de la paix sont des pays autoritaires. Quasiment tous. C'est pas pour rien.
je veux dire, il faut quand même avoir ça, enfin, des pays autoritaires qui partagent un ethos aussi néolibéral, un ethos technocratique, guerrier, etc. Enfin, donc, bon. Donc, du coup, je pense que ça reste assez compliqué. Voilà, super. Vous avez évoqué au début la difficulté de parler de certains de ces sujets, par exemple dans la sphère médiatique, etc. Est-ce que dans la sphère académique, les autres chercheurs, il y a aussi ce genre de frein, ou alors on peut avoir un débat décomplexé avec voilà, des positions, mais pas basées sur des pressions ou autres. J'ai une image de la sphère médiatique, mais je ne sais pas du tout ce que peut être l'envers du décor académique. Oui, je vous réponds. Et juste pour finir, oui, la loi Yadan est une loi extrêmement problématique. Hein. On a signé des tribunes voilà, là-dessus, contre, plein de gens s'est mobilisé, on se mobilise. Effectivement, c'est... alors, dans la sphère académique, il y a plusieurs... alors, par rapport à cette question du colonial, jusqu'à il y a quelques temps, c'était vraiment... c'était pas abordé comme ça. Et il pouvait avoir des réticences. Mais maintenant, ça l'est quand même assez largement, enfin, ça commence à le devenir, notamment quand on voit les travaux, par exemple, des doctorants, des jeunes, ils sont beaucoup sur cette ligne. Avec les collègues, ça dépend un peu où vous êtes. Nous, moi, à l'EHESS où je suis, enfin, je suis au CNRS, mais aussi à l'EHESS, ça a été très violent et ça l'est toujours. Hein. Donc en fait, comment dire, il y a des batailles. Voilà, il y a des batailles. C'est pas, il y a des batailles, mais qu'on essaye de vouloir mener sur le terrain scientifique. Or, en fait, bon, je ne sais pas si vous avez peut-être pas vu, mais il y a un réseau de recherche qui s'appelle Réseau justement antiraciste contre l'antisémitisme, qui émane en partie de la LICRA et qui est très très agressif sur nos travaux, par exemple. Et ce sont des universitaires. Donc il y a des batailles en fait aussi, mais disons qu'on peut, elles vont pas être quand même, elles vont pas être placées au même endroit que dans le débat médiatique. Il y a quand même beaucoup plus. Et puis il y a quand même beaucoup plus de possibilités de parole. Après, ce qui est un peu troublant quand même, je vous avoue, c'est que là, on essaye de... En tout cas, dans les endroits où il y a des clivages, parce que ça dépend des universités, ça dépend des lieux. Il y a des lieux où voilà, il y a pas de problème, d'autres, vous voyez, enfin, il y a plein de recherches différentes, voilà, plein d'approches, donc c'est divers. Mais disons que on essaye d'arriver maintenant, en tout cas par exemple à l'EHESS, où il y a eu un conflit très violent, on essaye d'arriver maintenant à pousser pour avoir des débats scientifiques sur la question. Parce qu'en fait, ce qui se passait, c'est que les gens qui nous attaquaient, en nous traitant de non-scientifiques, sont des gens qui ne travaillent pas sur ce champ, sur cet espace en fait. Donc on pouvait quand même se demander à quel titre ils se permettaient de juger nos travaux alors que bon, c'est pas leur spécialité du tout. Et que quand bien même ils voudraient en débattre, à ce moment-là, nous on a des séminaires, on débat, on discute de manière scientifique, et voilà, enfin c'est notre métier quoi. Donc, mais non, ils le faisaient par anathème, etc. Donc d'une manière complètement sortie de tout débat scientifique. Donc nous, ce qu'on essaye de faire valoir par rapport au CNRS, notamment, en demandant à ce que justement qu'il soit rappelé aux collègues que bon, il y a quand même un cadre en fait aussi de discussion et qu'on peut pas juste jeter les collègues en pâture à je ne sais quoi, enfin vous voyez quoi, et que d'une part et que d'autre part essayer de pousser pour dire bon voilà, organisons des débats et voilà. Bon, on pourrait arriver à ce stade maintenant, mais ça a été compliqué. Et en même temps je dis ça et en même temps moi je remarque quand même que comme vous le voyez quoi, c'est-à-dire que il y a eu un moment extrêmement violent au début, où on ne pouvait rien dire, etc., dans le milieu médiatique, mais aussi dans les universités, ça dépendait des endroits. En gros, il y a des familles, hein, comme partout, hein, donc il y a des familles intellectuelles, donc voilà. Mais après, forcément, avec
l'expansion de cette guerre et le génocide qui devenait difficile à nier complètement. Bon, il y a eu une forme d'ouverture sur la discussion. Et puis là, maintenant, depuis le 10 cessez-le-feu, alors que bon, on a quasiment 500 morts depuis le cessez-le-feu, et ben ça se referme quand même en partie. On le voit bien. Parce que du coup, voilà, il y a un règlement, on ne sait pas trop ce que c'est, mais enfin bon. Et puis il y a l'Ukraine, et puis il y a le Venezuela, et puis machin, et puis il y a le Groenland. Enfin oui, donc du coup, on voit bien quand même qu'il y a, une petite, voilà, il y a un effet, enfin on en parle moins, etc. Bon, je peux comprendre que c'est pas la seule problématique mondiale, mais en attendant, dans la question des règlements qui sont proposés. Il n'y a jamais la question. Enfin, normalement, quand il y a génocide, après, il y a établissement de responsabilité et il y a justice, en fait. Ça, par contre, ça n'est évoqué par personne. Enfin, si, par les Palestiniens, etc. Mais ça n'est évoqué par personne. C'est comme si, voilà, c'est pareil. Il y a un conflit, on fait de la paix. Vous voyez, c'est le même discours qu'Oslo, quoi. Sauf que c'est pas un conflit. Enfin, je veux dire. On ne peut pas le qualifier de conflit entre des entités, enfin voilà, on peut le qualifier autrement, de colonial, et là, pour le coup, de génocide. Donc ça ne relève pas de la même chose en termes de règlement post. Et ça, on le voit pas du tout. Et c'est pas tellement entendable. Et moi, j'étais justement hier, parce qu'ils montent un programme sur la guerre à l'EHESS, et donc nous avons des historiens du génocide. Eh bien, on va voir. On va voir. On va voir, parce que voilà, les historiens de la Shoah, bien sûr, du génocide arménien, bien sûr. Bon. On va voir. Quand on va arriver dans le dur, alors, est-ce que nous faisons partie de vos études ou est-ce que on en est exclu ? Je m'excuse, je reviens sur les questions un peu internationales. Est-ce que du coup les pays du Golfe et les pays arabes en général ont du coup des moyens de pression au final, parce que là du coup ils vont participer au Conseil de la paix qui est mis en place, mais est-ce qu'il y a des moyens de pression à faire sur Israël au niveau international, au niveau politique, qui puissent être efficaces aussi au-delà de juste concéder continuellement comme ça se passe jusqu'à présent? Ils auraient des moyens de pression. Oui, je pense qu'ils auraient, notamment l'Arabie Saoudite. Elle a des moyens de pression, mais je pense que ses intérêts sont ailleurs, en fait. Déjà, comme je disais, ils partagent un ethos autoritaire, un ethos futuristo-technocratique, dans tous les plans qui ont été faits sur le Gaza du futur par des acteurs israélo-américains, les Saoudiens et les pays du Golfe étaient nettement conviés à être partie prenante. Voilà, il y a les projets qui voudraient connecter la ville du futur Neom de Ben Salman à la nouvelle Gaza, etc. Donc en fait, ils ont des intérêts relativement communs. Et quand on voit les pays qui ont, notamment une partie des pays arabes qui ont rejoint rapidement le Conseil de la paix, c'est soit des gens qui ont déjà signé les accords d'Abraham, soit des gens sur lesquels il y a une pression énorme pour qu'ils les signent et qui ont envie de les signer. Je parle de l'Arabie, je pense qu'elle avait vraiment envie de les signer depuis déjà avant le 7 octobre, mais qui ne pouvaient pas par rapport à leur opinion publique, parce que là c'est pareil, on est dans des situations autoritaires où les opinions publiques, elles ne suivent pas du tout les politiques qui sont conduites. Et voilà, on a la Jordanie, on a l'Égypte, etc. Et comme par hasard, là j'ai oublié son nom, mais un des acteurs de du master plan qui veut mettre en œuvre le futur Gaza. J'ai noté son nom, mais là, je ne l'ai plus. Évidemment, il y a Jared Kushner, grand acteur de la chose, le beau-fils de Trump. Mais il y a une autre personne, et ces deux-là, c'est des gens qui étaient des acteurs majeurs des accords d'Abraham, en fait, et qui sont là des acteurs majeurs du comité exécutif de ce Conseil de la paix qui doit mettre en œuvre le futur Gaza. Donc quand vous voyez les pays arabes qui ont immédiatement
acquiescer, vous comprenez très bien qu'on est dans un processus en fait différent, mais d'aller en tout cas vers ce type de choses. Après, ils essayent de faire valoir des choses minimales. Bon, là, l'Égypte se targue d'avoir fait pression pour que Rafah rouvre dans les deux sens. Bon, bah, si Rafah rouvre, comme ça a été annoncé dans une semaine, bon, ce sera une bonne chose. Mais bon, voilà quoi. Enfin, vous voyez, on est quand même. L'Égypte a signé un accord cet été sur un énorme accord sur le gaz israélien, en fait, un accord énergétique énorme. Donc ils ont des enjeux en fait énergétiques extrêmement importants avec Israël. Il faut savoir que aussi depuis la guerre en Ukraine, en fait, le rôle d'Israël et de ce qu'elle pourra aussi prendre sur les côtes au large de Gaza, hein, parce que pour l'instant ils exploitent quelque chose qui est plutôt face à Israël, mais il y a une continuation face à Gaza, en fait est devenu un acteur beaucoup plus important en fait cette dimension énergétique et de la question du gaz notamment et du pétrole, et ils veulent se positionner là-dessus encore plus. Et donc, ils deviennent aussi un acteur voilà, important avec des entreprises américaines et étrangères, etc., qui sont aussi là-dedans. Et donc, oui, un acteur important comme l'Arabie Saoudite pourrait avoir une action, mais ils ont des intérêts sécuritaires. Ils achètent de la technologie sécuritaire israélienne depuis longtemps, et les pays du Golfe, ils le font quasiment tous, en fait, hein. Donc, ils ont d'autres intérêts, même si ils considèrent quand même, l'Arabie Saoudite au moins, que Israël est quand même une menace stratégique, hein. Ils ont un peu peur en fait de cet État israélien devenu fou, ouvrant des guerres sur tous les fronts, etc. Mais justement pour ça, ils se mettent un peu, ils continuent à rester un peu sous égide américaine. Et on voit très bien qu'en fait, voilà, enfin, on peut considérer, enfin, moi, je considère depuis longtemps qu'on est dans une co-belligérance israélo-américaine à Gaza, en fait, hein, donc oui, ils pourraient, mais c'est pas le chemin qu'ils ont l'air de prendre. Oui, bon, rebonsoir. J'aurais deux questions. Une première question sur la loi Yadan. Ah, vous êtes là. Oui, sur la fameuse loi Yadan extrêmement inquiétante. Si les chiffres sont bons sur ce qui s'est passé à la commission des lois il y a 2 jours, la loi est soutenue par la Macronie, la droite et l'extrême droite. Et c'est l'abstention des députés socialistes qui permet qu'ils soient majoritaires pour faire passer cette loi. Donc on peut s'interroger sur ce qui va se passer le 26 janvier en discussion à l'Assemblée nationale par rapport aux députés socialistes qui vont-ils s'abstenir ou vont-ils voter contre cette loi. Et c'est ça qui peut être décisif sur le résultat éventuellement catastrophique. Et sur le pétrole, qu'est-ce que vous pensez de ce qu'on raconte sur le fait que les BRICS ou une partie des BRICS pourraient permettre une sortie de l'empire du pétrodollar qui est à la base de la domination militaire sans partage des États-Unis au niveau mondial? Bon, on sort un peu du champ, mais j'ai pas l'impression que les BRICS... qui y a dans les BRICS? Vous avez vu qui y a dans les BRICS? Je suis pas certaine qu'ils vont créer une alternative quelconque, hein. Ils auraient peut-être pu, mais ils n'en prennent plus vraiment le chemin. Je crois pas. Je vois pas de positionnement politique claire au final, vu le nombre de personnes finalement qui se sont agrégées dans ces BRICS. D'ailleurs, ils sont quasiment pour une grande partie dans le Conseil de la paix, hein. Donc vous voyez, je sais pas. La Russie n'a pas encore dit qu'elle y allait, mais
dans le Conseil de la paix, mais il est très probable, je ne sais pas. Enfin, moi j'ai quand même l'impression que, alors pas forcément les BRICS, parce qu'il y a d'autres gens, effectivement, il y a le Brésil, il y a aussi des gens un peu différents, mais enfin, c'est pas possible d'avoir des personnes qui, enfin voilà, qui défendent des choses aussi différentes en fait. Je pense pas qu'on soit malheureusement dans une configuration à la Bandung et les pays non alignés. J'ai pas l'impression. J'ai l'impression qu'il y avait peut-être cette idée, mais que c'est pas ça qui en résulte. Et ils sont très divisés au final. Ils n'ont pas de colonne vertébrale, comme l'Europe d'ailleurs. Donc malheureusement, je ne crois pas. Enfin, après, je ne suis pas non plus spécialiste des BRICS, je ne vais pas tout regarder en détail, leur position, etc. Oui, c'est encore moi. Sans être un spécialiste de la géopolitique, j'aimerais revenir sur 3 petites choses que vous avez dites, entre autres sur tout ce qui est technologie sécuritaire, dont les pays du Golfe sont de très grands consommateurs, mais il ne faut pas rien que regarder de ce côté-là. Le plus grand client de matériel de surveillance et matériel sécuritaire israélien, hors le Golfe, je n'ai pas les chiffres à comparer, c'est l'Allemagne. Voilà. Pour ce qui est de la position de l'Arabie saoudite, il ne faut pas oublier qu'il y a un plan à très long terme. L'Arabie saoudite, malgré sa puissance apparente, est quand même relativement fragile. On peut s'imaginer, et certains le pensent, que d'ici 20 ans ou 30 ans, quand le prince aura réussi, s'il réussit, à faire de l'Arabie saoudite une vraie puissance géostratégique, eh bien, ses relations avec Israël changeront peut-être du tout au tout. Et le 3e point sur lequel je vais faire une petite remarque, c'est celui de l'Égypte. De l'Égypte et des accords pétroliers qu'elle a avec Israël. Il ne faut pas oublier qu'au large de l'Égypte, il y a des champs pétrolifères extrêmement importants, qu'il y a eu des sommes faramineuses qui ont été versées à l'Égypte, on parle de milliards de dollars, pour développer ces champs pétrolifères. Ces milliards de dollars en Égypte se sont complètement évaporés. Les plateformes qui ont été construites par l'Égypte au large de l'Égypte sont simplement tombées en ruine, elles rouillent là, et El-Sisi a un très gros problème, c'est qu'il n'est pas capable, après tout ce sabotage interne, après toute cette corruption, il n'est pas capable d'assurer l'indépendance énergétique de l'Égypte. Donc il n'y a pas vraiment un intérêt commun, c'est plutôt qu'Israël est devenu la bouée de sauvetage de El-Sisi. Israël et les compagnies pétrolières nord-américaines vont développer ces plateformes et permettre à El-Sisi de fournir l'énergie nécessaire à l'Égypte. Donc ce n'est pas vraiment des intérêts communs. Bah, c'est un intérêt. Oui, bien sûr, mais du coup... L'accord, il est gazier pour l'instant. Oui, l'Égypte, si je le comprends bien, encore je ne suis pas spécialiste de la géopolitique, est essentiellement pieds et poings liés et pour longtemps. Oui, enfin, pour moi, ce sont des intérêts communs, des intérêts convergents. Enfin, son intérêt est d'avoir cet accord gazier pour l'instant et de développer, etc. C'est son intérêt du moment, pour toute une série de raisons, en fait, qui appartiennent à chaque pays. Je sais pas, peu importe, en fait. De toute façon, en attendant, ils n'ont pas... Et puis, ils gèrent une frontière commune, maintenant commune. Ils ont des intérêts frontaliers, Sisi était plutôt opposé au Hamas qui émane des frères musulmans, parce qu'il est arrivé après un coup d'État contre Morsi, un frère musulman, etc. Donc il y a plein d'éléments, même politiques, qui jouent également.
Est-ce qu'il y a... Non, je crois pas. Sur Rafah? Bah, de facto, oui, mais de facto, de l'autre côté de la frontière, il y a l'Égypte, donc ils sont bien obligés d'être en minimum de coopération, en fait, hein, quoi qu'il arrive. Ça a toujours été le cas. Ça, ce qu'il dit, c'est qu'il ne veut pas rendre le corridor de Philadelphie, etc. Mais de facto, de l'autre côté, c'est l'Égypte, donc ils auront forcément... ça semble d'accord, comment vous rentrez? C'est ouvert dans les deux sens. Ils vont passer par l'Égypte, ils vont avoir un certain nombre d'accords. Après, que les Israéliens veulent contrôler, évidemment. Mais ça, c'est oui, ils veulent toujours contrôler surtout que maintenant, ils pensent que c'est leur frontière. Donc, effectivement, ils vont vouloir la contrôler. Et puis, une des villes, la première ville humanitaire qu'ils construisent, c'est à Rafah. Donc, c'est dans cette zone aussi. Donc, c'est un espace qu'ils vont continuer à contrôler. C'est évident. Comment peut-on apprécier maintenant la situation du peuple palestinien? Après, comment le peuple palestinien peut-il tout seul combattre? C'est une situation terrible qui est en train de se passer. Quelle appréciation vous pouvez avoir sur sa situation? Est-ce qu'il peut encore s'organiser, se structurer, combattre? Parce qu'il y a eu des mobilisations internationales qui sont, dans certains pays, encore fortes, mais à quoi on assiste maintenant? Oui, mais bon, le peuple palestinien, il n'est pas un. Il n'est pas un. Comme le peuple français, il n'est pas un. La preuve, la loi Yadin va peut-être passer grâce à des représentants du peuple français, dont nous ne sommes pas. Donc le peuple palestinien, il est face à de multiples divisions aussi. Hein. Je veux dire, aujourd'hui, l'administration nationale qui est en dessous du Conseil de la paix, là, les personnes qui ont été nommées ne sont pas franchement des personnes que tout le monde voudrait voir nommer. Je pense que il est évident que l'autorité palestinienne, à un moment donné, est allée montrer patte blanche pour pouvoir avoir un rôle dans le contrôle futur de Gaza. Est-ce que c'était ça vraiment ce qu'il fallait faire? Alors qu'on a vu dernièrement, au contraire, et un des articles d'ailleurs en parle, la manière dont il y a eu des mobilisations de beaucoup de personnes, dont des intellectuels et autres, qui se réunissaient au Qatar pour refonder en fait l'OLP, qui est en déficit démocratique terrible et qui est le seul organe qui représente le peuple palestinien, qui représenterait le peuple palestinien dans son ensemble, contrairement à cette autorité palestinienne qui ne représente plus grand monde. Eh bien, voilà, le choix, alors le choix sous contrainte, hein, voilà, c'est complexe, hein, comme je disais, 64% des revenus de l'autorité palestinienne dans les revenus de douane rétrocédés par Israël, qui ne le sont pas dès que la politique conduite n'est pas satisfaisante. On est sur des choix sous contrainte, mais en attendant, pour moi, il me paraît quand même clair que l'autorité palestinienne a joué en tout cas sa carte contre d'autres acteurs palestiniens qui avaient d'autres perspectives. Elle joue même contre Marwan Barghouti, l'autorité palestinienne aujourd'hui. Enfin, la mouvance Fatah au pouvoir, elle joue contre Barghouti de manière très claire. Donc, de manière assez claire, peut-être pas très claire, mais assez claire. Donc voilà, c'est compliqué de dire le peuple palestinien. Je pense qu'on est face à des gens. Puis bon, il y a la diaspora, il y a ceux qui sont en Cisjordanie, ceux qui sont à Gaza, Bon, on a remarqué aussi la manière dont les groupes armés, dont le Hamas et les autres groupes armés, puisqu'on de toute façon on parle toujours du Hamas, mais in fine, quand même le djihad islamique, les brigades Mustafa Abourali du FPLP, du FDLP, et tout ça, qui étaient acteurs aussi militaires, armés en tout cas à Gaza, et le 7 octobre, au moins le djihad islamique le 7 octobre, on voit bien comment ils ont été quand même
pas mal soutenu avec cette idée de résistance armée, etc., qu'on peut entendre, mais il l'était d'autant plus que vous étiez loin de la Palestine et loin de Gaza, parce que les Gazaouis, quand même, beaucoup d'entre eux, très vite, avaient une autre perspective, pas tous, mais une majorité d'entre eux, parce qu'ils vivaient les conséquences, en fait, du Hamas, et ils vivaient l'autoritarisme du Hamas avant le 7 octobre. Et par contre, dès qu'on était en Cisjordanie, c'était la résistance. Alors, si vous étiez en diaspora, alors là, c'est la résistance. Bon, voilà, enfin, c'est complexe aussi, parce que les gens sont De toute façon, ça, c'est un des résultats du colonialisme. Hein, c'est aussi, au-delà du fait que les sociétés sont plurielles, quelles qu'elles soient, le résultat du colonialisme, c'est quand même le morcellement profond d'une société. Hein. Et le fait que voilà, chacun vit des réalités très différentes, très isolées, et même ce que j'ai essayé d'expliquer tout à l'heure sur le profiling biosocial, etc., qui fait que, moi, dans le livre, La toile carcérale, je montre que chacun porte sa propre frontière, d'une certaine manière, selon ce profiling. Donc en fait, si vous voulez, on vous place aussi presque, quasi individuellement, dans des vécus extrêmement différents. On vit tous des vécus différents, mais là, avec comment dire, une pesanteur forte, en fait, hein, incarcération, déplacement, accès assis à ça. Donc c'est compliqué de dire... il y a pas mal de gens qui se mobilisent. Enfin, à l'étranger, il y a quand même beaucoup d'intellectuels palestiniens, d'artistes palestiniens qui ont des paroles fortes, qui essayent d'agir sur des instances. Il y a des ONG qui sont très engagées. Il y a en Cisjordanie, moi je travaille beaucoup maintenant aussi sur tout ce qui est autonomie alimentaire, etc. Il y a beaucoup de gens qui travaillent là-dessus, sur la question de la résistance économique, telle qu'elle a été appelée depuis les années 80, c'est-à-dire que comment reconstituer des parts de souveraineté à l'échelle locale. On ne parle plus du national, mais comment déjà on peut arrêter d'importer des produits israéliens, de financer une économie en pouvant la boycotter, mais pour la boycotter, il faut encore arriver à produire, et là, ils produisent très très peu. Je veux dire, il y avait 65% des produits consommés en Cisjordanie qui venaient d'Israël, et à Gaza encore plus, en raison du blocus. Donc il y a plein de formes il y a des formes de résistance partout et de mobilisation, mais la question c'est à quel moment voilà, ça se rejoint. Et c'est vrai qu'il y a eu quand même beaucoup de mobilisation à la fois de la jeunesse, des intellectuels, diverses personnes sur l'OLP, sur cette question de nouvelle démocratisation de l'OLP. Et là, ça ne prend pas vraiment le chemin. Et puis on a quand même des figures un peu unitaires comme Barghouti qui, bon, leur défaut, leur qualité, mais qui pourraient porter une en fait, il faudrait arriver à ces fameuses élections où il y aurait une expression démocratique du peuple palestinien qui choisirait un chemin commun. Mais enfin, ces élections, on ne les voit pas vraiment se profiler, en tout cas à l'échelle nationale. Aux échelles locales, il y en a eu en 2022 en Cisjordanie en tout cas, mais aux échelles nationales, on ne les voit pas se profiler tout de suite là. Donc, enfin, disons que pour parler de peuple palestinien, il faudrait à minima qu'on puisse avoir une expression démocratique. Parce que sinon, c'est compliqué. On va prendre une dernière. Est-ce qu'il y en a d'autres? Oui. Oui, pour revenir au système carcéral, donc une des motivations de Al-Aqsa, c'était de capturer des militaires en échange de prisonniers. Après l'échange qu'il y avait eu concernant Salah Hamouri, par exemple. Et donc là, il y a quand même, je crois, 500 prisonniers qui ont des peines très longues, voire des perpétuités. Et ces gens-là avaient l'espoir d'une libération. Or là, bon, les otages ont été libérés, mais donc qu'en est-il de ces prisonniers? Comment faire en sorte de garder espoir, puisque, je ne sais pas, les échanges maintenant? Oui, en effet, cette question des échanges, c'était... en fait, en 2020, sur les personnes qui étaient condamnées, 40% servaient une peine de plus de 20 ans. Donc effectivement, une des caractéristiques, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais de la détention en Israël, c'est à la fois la multiplicité des périodes carcérales dans les trajectoires, pour certains, qui rentrent et qui sortent, etc. Parce que par exemple, ils sont actifs dans un parti, à chaque fois qu'ils sont élus ou qu'ils sont visibles, ils sont incarcérés. Donc il y a à la fois ça, et à la fois des peines extrêmement lourdes, effectivement. Et bon, aujourd'hui, on n'a plus que, entre guillemets, 113 perpétuités, mais il y en a beaucoup plus avec des peines très longues.
Mais écoutez, il y a quand même pas mal de gens qui sont sortis, notamment des personnes qui étaient vraiment en détention depuis extrêmement longtemps. On n'a plus que 5 qui sont incarcérés depuis avant Oslo. Ceux qu'on appelle 6, ceux qu'on appelle les Kodama, les anciens. Mais donc il y a eu quand même un certain nombre d'échanges depuis le début de cette guerre, donc qui ont permis de sortir un certain nombre de gens, mais on est quand même. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que ils peuvent réarrêter très facilement, déjà, d'une part. Donc, il n'y a aucune garantie. D'ailleurs, une grande partie des gens, une partie des gens qui ont été libérés, qui ont été réarrêtés. Après, il y a eu beaucoup d'exils en dehors de la Palestine, notamment les longues peines. En général, ils ont été exilés. Ils n'ont pas eu le droit de rentrer chez eux. Donc, eux, ils ne peuvent pas être réarrêtés, au moins, même s'ils sont exilés. Donc là, effectivement, de ce point de vue-là, le Hamas a lâché ses cartes, en tout cas en termes d'échange. C'est clair. Et les perpétuités, non, là, jusqu'à preuve du contraire, d'autres. Après, vu que effectivement, il n'y a pas de gestion individualisée des peines, ça aussi, c'est une caractéristique du système concernant les Palestiniens. C'est-à-dire qu'il y a quelques cas extrêmement limités qu'on appelle le tiers, en fait, c'est-à-dire des gens qui voient leur peine écourtée du tiers. Mais c'est très très rare pour les prisonniers de sécurité. Et pour ça, de toute manière, il faut avoir une condamnation qui n'est pas à perpétuité. Parce qu'on ne peut pas réduire une perpétuité. Surtout que c'est 5, 6, 60 perpétuités. C'est pas des petits chiffres, mais ça ne change rien de toute façon, une perpétuité. Je vois pas pourquoi ils ont besoin d'en mettre 60 ou 5, mais enfin bon, apparemment c'est... Si, c'est parce qu'ils jugent selon une philosophie morale, et donc ils mettent un nombre de perpétuités équivalent au nombre de gens que la personne est susceptible d'avoir tué ou d'avoir contribué à faire tuer directement ou indirectement. Bon, c'est ça l'idée. Mais de toute façon, il n'y a pas de gestion individualisée. Donc ça veut dire qu'en général, quand c'est très rare, quand vous êtes condamné pour une peine, vous faites cette peine. Sauf si vous sortez par échange. Et il y a eu plein d'échanges au fil du temps, depuis les années 60. Et voilà, ce qui explique aussi ces captures de soldats, etc. Surtout qu'il y a un enjeu majeur à représenter politiquement la cause des prisonniers, parce que c'est une cause partagée, évidemment, 40% des hommes, vous imaginez que chaque famille est concernée. Donc c'est une cause qui a une charge politique très importante, et qui est une des causes dites sacrées, que moi je qualifie de cause sacrée, c'est-à-dire un peu unitaire, au moins dans les mots, en Palestine, les réfugiés, Jérusalem, les martyrs et les prisonniers. Même si, quand vous creusez, c'est plus si unitaire que ça, on va dire. C'est-à-dire que même là, le consensus, je parle entre les leaders politiques, il n'est pas si clair. La preuve, par exemple, ce que je disais sur Barghouti, le fait que même à l'intérieur de son parti, le soutien réel à sa libération n'est pas là. Enfin, la mouvance à base de son parti montre bien que même cette cause dite sacrée, unitaire, où tout le monde va défendre la cause des réfugiés, des prisonniers, des martyrs et de Jérusalem, en fait, dans les faits, c'est plus complexe. Donc effectivement, il n'y a pas il n'y a pas du tout d'espoir en ce moment pour les longues peines et pour les perpétuités. Ceux qui devaient sortir sont sortis, quoi. Enfin, là. Après, bon, voilà, on ne sait pas ce qui va se passer. En Cisjordanie, vous pouvez avoir quelqu'un qui est capturé, enfin on ne sait pas. Mais après, je ne sais pas quelle marge de manœuvre ils ont sur les échanges. C'est toujours très complexe. Mais bon, comme je disais, il y a quand même 50% des personnes qui sont aujourd'hui incarcérées qui ne seront pas jugées. Donc ça permet quand même peut-être de reconsidérer aussi la notion d'otages et de prisonniers quand même. Vous voyez ? Parce qu'à partir du moment où vous ne jugez pas 50% des personnes, vous n'avez pas l'intention de les juger, et que c'est à la discrétion des services de renseignement,
par rapport à la dangerosité qu'il pourrait poser dans l'avenir. Alors parfois ça peut être le cas, mais enfin ça reste quand même, il y a un vrai problème. Enfin, on est quand même sur de l'état d'exception. Bon. Eh bien, on va peut-être s'arrêter là. Merci beaucoup, en tout cas, pour cet échange très riche. Toutes les questions abordées dans le livre n'ont pas été abordées à l'oral. Oui. Malheureusement, ce n'est pas possible. Il y a tellement de choses à aborder. Merci en tout cas pour le livre et pour ce travail absolument qui me semble extrêmement important. Merci. Donc, je vous invite, pour ceux qui sont intéressés, à acheter le livre. Et Stéphanie va se faire un plaisir de vous le dédicacer si vous le souhaitez. Merci beaucoup. Merci.